Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi RTI 1. Vous faites bien. Voici les titres de ce 20h. Le président américain Donald Trump offre un déjeuner aux chefs d'État africains. Le président ivoirien y a pris part. C'est un déjeuner de travail pour renforcer la coopération entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Dans ce 20h, nous irons à la découverte d'un sourd-muet. Il est couturier de profession depuis plusieurs années, mais comment arrive-t-il à communiquer avec ses clients? Comment vit-il son handicap? Quel est le regard des autres? Éléments de réponse dans cette édition. La capacité de production de l'unité de traitement d'eau d'Anonkwa, qui dessert la commune d'Abobo, va augmenter d'ici la fin de l'année. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, était en visite de terrain vendredi. Ailleurs au Togo, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition continue. Le mouvement de contestation pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé se poursuit. De nouvelles marches sont annoncées dans tout le pays. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Avons-nous toujours le temps de faire ce que nous voulons faire? Comment gérer nos activités dans le temps? Ou si vous voulez, comment utiliser le temps pour ne pas le perdre? Voilà autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture de ce samedi. Maurice Koué est économiste industriel et consultant international en promotion des investissements. Il est l'auteur du livre « Que fais-tu de tes 24 heures ?» Pour notre invité, il n'y a pas de banque pour le temps. Alors pourquoi remettre à demain? Bonsoir, Monsieur Maurice Koué. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous venez de publier « Que fais-tu de tes 24 heures ?» Et vous dites qu'il n'y a pas de banque pour le temps. Oui, il n'y a pas de banque pour le temps parce que le temps, on l'utilise ou on le perd. Et comment savoir comment l'utiliser et comment ne pas le perdre? C'est ce que nous allons décrire dans ce livre-là et dont nous allons seulement parler ce soir. Et ce sera dans une trentaine de minutes la suite, donc c'est dans la page culture. À tout à l'heure, Monsieur Maurice Koué, pour l'entretien. Merci. Les États-Unis d'Amérique et l'Afrique vont renforcer leur coopération, notamment au plan économique et dans la lutte contre le terrorisme. Ces sujets ont été évoqués au cours du déjeuner offert par le président américain Donald Trump au chef d'État africain. Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part à ce déjeuner de travail organisé en marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU. Mama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. 9 chefs d'État africains, au rang desquels le président Alassane Ouattara, ont été conviés à ce déjeuner de travail avec le nouveau président américain Donald Trump. Ce sont les chefs d'État des républiques de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria, du Ghana, de la Guinée, de l'Éthiopie, de la Namibie, de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud. De chaudes poignées de main, une rencontre conviviale. Comme pour traduire la volonté de la nouvelle administration américaine à se tenir aux côtés du continent africain. Dans cette salle, je vois des partenaires pour la promotion de la prospérité et de la paix sur une variété de questions économiques, humanitaires et de sécurité. Nous espérons étendre nos partenariats économiques avec des pays qui sont déterminés à être autosuffisants et à favoriser les possibilités de création d'emplois en Afrique et aux États-Unis. De l'avis du président Alassane Ouattara, cette rencontre a été fructueuse. C'était un schéma d'échange de vues très franc avec le président Trump. Nous avons indiqué que c'était une excellente initiative et que nous étions heureux de cette opportunité de lui donner notre vision sur les affaires de nos pays et du continent et compter sur son soutien pour lutter contre le terrorisme et aider à accélérer le développement du continent, des pays, notamment par une plus grande implication du secteur privé américain. L'administration Trump se dit également prête à soutenir la résolution des crises et des conflits que connaît l'Afrique. Un soutien rassurant salué par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Soulignons que cette rencontre est la première du genre sous l'ère Trump. Sur place ici à Abidjan, le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique, va au contact des agents sous sa responsabilité. Il leur a décliné sa vision pour la marche de l'administration. À l'ENA, École normale d'administration, il a appelé ses collaborateurs à miser sur la performance, la qualité et la rigueur. Frédéric Oulaye, Kraskando. Une administration de qualité au service des populations.
C'est le message que le ministre de la fonction publique est venu partager avec les différents responsables de services de la fonction publique à l'École nationale de l'administration ENA. Je veux une fonction publique moderne, efficace et qui allie qualité, excellence à célérité. Je veux donc une fonction publique à l'écoute, attentive, qui traite les dossiers avec célérité, parce que c'est parfois des vies humaines qui en dépendent. C'est l'évolution de carrière qui en sont conditionnées. Une administration moderne et efficace, une vision partagée par les travailleurs. Nous avons déjà, au niveau du Conseil de discipline, inscrit cette vision, parce que notre mission, c'est d'abord de moraliser les fonctionnaires indélicats. Nous sommes les démembrements, lui nous a instruits, donc nous nous inscrivons dans sa vision pour que, j'allais dire, toutes les lourdeurs, pour que tout ce qu'on reproche à la fonction publique, que tout cela tombe. Au sujet des concours de la fonction publique, le ministre Issa Coulibaly a invité les candidats à se détourner de la fraude. Que mes collaborateurs et moi, nous puissions travailler à la crédibilité de nos concours, que ce soit ceux de l'ENA ou ceux de la fonction publique. Que les candidats qui postulent à ces concours pour accéder à la fonction publique sachent que s'ils travaillent bien, ils vont réussir. Qu'ils comprennent qu'on n'a pas besoin d'avoir des tuyaux ailleurs. Le général Issa Coulibaly a aussi annoncé des réformes pour une fonction publique plus performante. Au chapitre défense, les commandos parachutistes commémorent Saint-Michel, leur patron. Les festivités ont été présidées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les commandos ont organisé une marche de cohésion et des exercices tactiques au Centre national d'entraînement d'Akandje. Le but, renforcer la cohésion entre toutes les unités de l'armée de terre. Abou Sanogo pour le reportage. Journée particulière pour les commandos parachutistes ivoiriens qui commémorent Saint-Michel, patron des parachutistes. Pour l'édition de cette année, il est question de renforcer la cohésion entre les membres des unités de l'armée de terre et de resserrer les liens armée-nation. Entouré des généraux Touré Sekou et Julien Kouami, respectivement chef d'état-major général des armées et chef d'état-major de l'armée de terre, et du lieutenant-colonel Ousmane Chérif, chef de corps du 1er bataillon de commandos parachutistes, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a participé à la marche de cohésion pour l'option du béret rouge. Parti de l'entrée de la cité Fékessé à Bingéville, les marcheurs ont parcouru environ 5 km pour rallier le Centre national d'entraînement commando d'Akandji. Au total, 700 participants issus de l'armée de terre, des autres unités de l'armée, de la police et des corps paramilitaires auxquels se sont joints pour la circonstance les anciens parachutistes, les épouses des militaires, les populations civiles, les artistes comédiens. La marche s'est déroulée dans la bonne humeur. Mais l'entrée du commando ne se laisse pas découvrir sans effort considérable. Beaucoup ont été éprouvés par le franchissement de cette côte. Esprit de corps, solidarité et expérience commune étant les caractéristiques de la cohésion, cette marche a été l'occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire corps avec ses hommes. En témoigne la séance d'étirement. Les commandos ont démontré leur savoir-faire à travers la parfaite exécution d'un exercice de contre-terrorisme et libération d'otages suivi de la réduction d'une résistance localisée. À l'issue, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été fait commando parachutiste d'honneur, qui, avec le chef d'état-major général des armées, a donné des bérets rouges aux stagiaires. Nous allons faire ensemble de grandes choses. Ma première priorité, ça va être de rénover, de réhabiliter les 24 cuisines de nos armées. Après, nous allons améliorer les couchages, les tenues. Nous allons faire en sorte que nos hommes soient fiers d'eux-mêmes et de travailler. En retour, ils nous ont promis d'être disciplinés, d'être au service de la nation, de défendre le drapeau, de défendre les institutions, que les militaires aient une bonne réputation. Mais il faut aussi que l'État et le citoyen
respecte les militaires. Et la force d'un pays, la puissance d'une nation, c'est son armée. Donc c'est un travail que nous allons faire ensemble. La Saint-Michel est donc l'occasion de rassembler toutes armes confondues autour des valeurs et des traditions propres à la spécificité des parachutistes. Le premier BCP pour cette année quand même a tenu non seulement à célébrer cette fête-là, mais surtout de façon particulière. Cette façon particulière commence donc par la marche qui s'est donc déroulée, qui est une épreuve non seulement physique, dynamique, d'épuisement, où les gens pratiquement ont été, je dirais, privés à des moments de nourriture et d'eau, pour donner un sens véritable non seulement de notre appartenance au corps des parachutistes, mais de notre appartenance au béret rouge du monde entier. Une visite guidée de la caserne du 1er bataillon de commando parachutiste a permis au ministre d'État Ahmed Bakayoko de s'imprégner des conditions de travail des soldats. Les anciens parachutistes, initiateurs du port du béret rouge dans ce corps, étaient de la partie qui s'achève le vendredi 29 septembre prochain. Il est aussi actif sur le terrain. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique revient d'une visite à Divo. Le ministre Sidi Touré a échangé avec les jeunes de la région du Logibwa afin de s'imprégner de leurs préoccupations. Il les a surtout invités à se rapprocher des agences régionales de l'emploi jeune afin de bénéficier des financements de projets. Herman Niamien. Journée marathon pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à Divo. Venu rencontrer les jeunes de la région du Logibwa dans le cadre de la 2e édition des rendez-vous avec les jeunes en région, Sidi Touré était d'abord à la préfecture de Divo pour prendre part à la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs. Après ce cérémonial, il a participé à une cérémonie de planting d'arbres devant la mairie avant de rendre visite aux bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes. D'abord avec l'association agricole rurale d'Iléiri et enfin avec une jeune dame qui a ouvert une librairie. Cette jeune dame qui a bénéficié des financements de l'opération Agir pour un montant de 500 000 francs CFA qui se déroule bien, nous sommes allés l'encourager dans le remboursement parce que c'est le remboursement qui permettra de traiter d'autres jeunes dans leur majorité au niveau national. C'est au centre culturel de la commune de Divo que le ministre Sidi Touré a pris rendez-vous avec les jeunes. Cette rencontre lui a permis de comprendre les préoccupations des jeunes quant aux difficultés qu'ils ont à trouver un emploi décent. Le ministre n'a pas manqué de signifier que c'est tout le sens des rendez-vous avec les jeunes qui sont à leur 2e édition. Nous espérons qu'ils pourront dorénavant être suffisamment dynamiques, aller vers l'information et non attendre que l'information vienne vers eux, aller vers l'information pour sortir de cette situation de stabilité. Les échanges qu'il y a eu au cours du panel animé par des experts ont permis aux jeunes d'être mieux orientés dans leur quête de recherche d'emploi. Nous sortons satisfaits de cet entretien avec le ministre. Avant, nous jeunes, nous nous posions beaucoup de questions. Comment avoir de l'emploi, comment avoir des financements de projets. Nous avons des idées, peut-être je peux dire des idées noires au départ, mais avec les explications que le ministre vient de donner tout à l'heure, nous sommes satisfaits et il nous a surtout donné un conseil. Les jeunes bouger. Ce que l'État fait pour nous, c'est très bon. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de travail, qui ont fini les études, qui ont les bacs, BPC, qui ne font rien encore dans la vie. Ils cherchent encore de l'emploi. Donc, c'est que tu gagnes, tu peux faire mieux de t'accrocher là-dessus. Après cette rencontre qualifiée de succès par les initiateurs, le ministre invite les jeunes à se rapprocher davantage des structures régionales de l'agence Emploi Jeunes afin d'obtenir la bonne information pour leur insertion socio-économique. Le secteur du transport dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est le thème de la conférence publique organisée au CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale à Cocody. L'invité, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est engagé à assainir le secteur du transport afin de faciliter la mobilité des populations et des biens. L'enseigne Bakayoko. Repositionner la Côte d'Ivoire comme un hub régional en matière de transport. Voilà l'ambition du ministre des Transports, Amadou Koné. Pour le moment, priorité au transport urbain, notamment à Abidjan, où les problèmes de circulation continuent de se poser malgré les efforts consentis. Il y a certains aménagements qu'il faudra nécessairement faire. Il y a un travail qui se fait donc, avec le ministère de l'Intérieur pour revisiter le plan de circulation donc, de la ville d'Abidjan. Mais il faudra peut-être aussi ajouter donc, à ça de la sensibilisation. Donc le comportement des uns et des autres sur la route.
En attendant l'avènement du train urbain dont les travaux commencent en novembre prochain, le gouvernement compte renforcer les capacités opérationnelles de la Société des transports abidjanais Sotra. Il est ainsi prévu une augmentation du parc de cette société publique à 2000 autobus neufs d'ici 2020. Nous allons accélérer donc, tout ça pour décongestionner un peu la route à Abidjan. L'auditoire était composé essentiellement de la 17e promotion des étudiants en gestion de politique économique du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. On l'appelle Ali, il est sourd-muet, mais cela ne l'empêche pas d'exercer son métier de couturier. Un métier qu'il exerce d'ailleurs avec passion depuis plusieurs années. Mais comment est-ce possible avec son handicap? Comment arrive-t-il à communiquer avec ses clients? Comment vit-il son handicap? Surtout, comment il subit le regard des autres? Élément de réponse avec Christian Mondé et Franck Quadio. Les pieds sur l'accélérateur, le regard fixé sur l'aiguille de la machine et les mains posées sur le tissu. Concentration et aisance à coudre mêlées pour un résultat. De beaux habits de différents modèles exposés, la fierté de cet atelier. C'est pas là seulement qui me sert. Sinon ici là c'est bon. Pas là encore c'est bon. Nous sommes à Abobo Samanké, dans l'atelier d'Ali. Sa particularité, il est sourd-muet, un handicap qui n'empêche pas ce couturier de vivre sa passion depuis 16 ans. Il dit que son papa l'avait mis à l'école, il n'a pas aimé aller à l'école. Donc son papa l'avait frappé comme ça, pourquoi il ne voulait pas partir à l'école, un truc comme ça. Sa maman l'a pris, sa maman a dit non, son papa n'a qu'à le laisser. Un peu ils ont réfléchi, ils ont eu à le mettre dans la couture. 6 personnes employées et une recette, la rigueur, qui a fini par payer une clientèle régulière. Mais un couturier privé de louis, ce n'est pas commun. Certains clients sont tout de même poussés par la curiosité. Cette femme est venue de la commune d'Adjamé. Je suis venue déposer une dentelle. Une camarade m'a parlé d'un couturier. Je suis venue connaître le couturier et puis en profiter pour déposer mon dentelle. La grande difficulté de cet artisan bien particulier, c'est la communication. Elle se fait par langage gestuel, mais que d'incompréhension. La communication n'est pas facile avec les femmes, donc du moins où il n'arrive pas trop à se comprendre avec les femmes, bon, c'est moi je suis là pour traduire les paroles avec ces dames-là. Mais au final, certains finissent par s'adapter. J'ai commencé à m'habituer à lui, bon, aujourd'hui ça va, je suis contente. Quand il porte mes amis j'apprécie. Le regard des autres, Ali aura fini par s'en accommoder. C'est même le moteur de son intégration sociale, dira-t-il, mais le quotidien de l'homme n'est pas de tout repos. Il reçoit un appel. Il est là. D'accord, je vais lui faire la commission tout de suite. Sa fille vient d'avoir un malaise. Il doit se rendre de toute urgence à la maison. Il laisse quelques instructions. 20 minutes pour regagner son domicile situé dans le quartier dit derrière Rail. Sur les lieux, il échange avec son épouse sur l'état de l'enfant. Je suis allée au marché acheter des médicaments et à mon retour, l'enfant pleurait. Quand j'ai touché son corps, j'ai remarqué qu'elle chauffait. Paniquée, j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne immédiatement. La fillette est conduite dans un centre de santé. Ali peut retrouver le sourire et regagner son atelier. Une journée pleine donc pour Ali, couturier sourd-muet, marié depuis 2015 et 2 enfants. Un modèle d'insertion sociale à valeur de défi pour toute personne handicapée. Voilà, quand on veut, on peut. Ali, couturier sourd-muet, est un exemple à imiter. L'Union européenne renforce les capacités matérielles de 6 structures des ministères des infrastructures économiques et des transports. Il s'agit de dons de véhicules et équipements informatiques d'une valeur de 700 millions de francs CFA. On en sait plus avec Justine Seikiki. 4 camions auto-école, 4 véhicules de type wagon et 2 de type pick-up ainsi que des équipements informatiques d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA
offert par l'Union européenne à 6 structures sous tutelle des ministères des infrastructures économiques et des transports. L'Union européenne entend ainsi accompagner la Côte d'Ivoire vers son émergence en renforçant les capacités opérationnelles de ces structures. Ce matériel, qui provient d'un don de l'Union européenne, vise à améliorer donc son dispositif d'entretien du réseau routier et à augmenter la compétitivité de la filière transport de marchandises en Côte d'Ivoire. Ce don de l'Union européenne est financé sur les ressources du projet préservation du réseau routier en Côte d'Ivoire précis d'une valeur de 46 milliards de francs CFA à travers le Fonds européen de développement FED. La contribution de l'Union européenne à la mise à niveau de nos infrastructures routières est importante et essentielle. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier une fois de plus M. l'ambassadeur et à travers lui l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et souhaiter que ce partenariat se renforce davantage afin que notre pays, qui a un énorme besoin de développer ses infrastructures routières, puisse continuer de bénéficier de l'assistance de l'Union européenne. Un don qui participe de l'amélioration et de l'organisation du transport routier en Côte d'Ivoire. Il s'agit aujourd'hui, à travers donc la volonté du gouvernement, de faire en sorte que les mesures prises pour faciliter le transport des personnes et des biens, tant en Côte d'Ivoire que dans l'espace communautaire, que ces mesures s'appliquent. L'Union européenne apporte son appui à la Côte d'Ivoire depuis des années dans divers domaines et ce don renforce encore sa visibilité dans le secteur des infrastructures et des transports. De l'eau potable pour tous, le gouvernement tient au respect de son engagement. La capacité de production de l'unité de traitement d'eau d'Anonkwa, qui dessert la commune d'Abobo, va augmenter d'ici la fin de l'année. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, était en visite de terrain vendredi. Francis Boifo pour le reportage. Face aux besoins des populations en eau potable, le ministre des Infrastructures économiques multiplie les actions. Sous la pluie, il a tenu à visiter le champ captant de Songon avec 15 forages construits pour alimenter la station de traitement d'eau d'Anonkwa inaugurée il y a environ un an. Nous avons constaté qu'il y a quelques problèmes sur certains forages. Sur les 15 forages, il n'y a que 5 qui fonctionnent actuellement où nous parlons. Mais on a la possibilité de faire fonctionner 8, il en reste encore 7. Nous sommes en train de discuter avec la SODECI et l'ONEP pour qu'on nous propose un plan clair de mise en service des autres forages. Actuellement, la station fournit environ 24 000 m3 d'eau jour contre 45 000 m3, représentant la capacité normale de production d'eau potable. Elle dessert en priorité la commune d'Abobo. Aujourd'hui, les besoins d'Abobo, c'est environ 100 000 m3. On en produit actuellement 60 000, il y a un déficit de 40 000. Ici, on a 45 000. On va voir quel débit on doit envoyer sur Abobo. D'autant plus qu'aussi à Yopougon, on en a besoin. Songon aussi a besoin d'eau. Le ministre Amédée Kofi Kwaku demande aux techniciens d'accélérer les travaux pour que toute la capacité de la centrale d'eau soit utilisée d'ici à la fin de l'année. Notez cette date. Demain, dimanche 24 septembre, les fonctionnaires et agents de l'État sont invités aux urnes pour élire les 300 délégués régionaux devant procéder à la désignation des futurs membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de la MUJFC. Mais quels sont les enjeux de ce scrutin? Élément de réponse avec notre reporter Franck Wadio. En route pour le collège moderne du Plateau. Le comité électoral national pour l'élection ce dimanche 24 septembre des 300 délégués régionaux de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire visite le seul lieu de vote de la région des Lagunes. Les enjeux sont importants. On renouvelle les organes de la MUJFC. Donc le scrutin de dimanche, c'est un scrutin dans lequel on va désigner sur l'étendue du territoire national les délégués régionaux qui, le 25 octobre, viendront à l'Assemblée générale pour faire l'élection du conseil d'administration et du comité de contrôle. Un conseil d'administration dont le mandat sera de 4 ans. Et ce scrutin est bien particulier car il y a des listes qui ont été déposées dans chacune des sections électorales du pays qui comptent 32 sections électorales. Donc sur Abidjan, nous avons 4 listes en compétition qui chacune présente 120 candidats. Un scrutin d'ailleurs à un seul tour et qui a son importance.
Au moment où on remet en place les organes, conseils d'administration et autres qui vont conduire la MUJFC pendant 4 ans, c'est fondamental que les fonctionnaires s'intéressent à ça pour être sûr que les personnes en qui ils ont confiance, les personnes dont ils partagent la vision, soient celles qui arrivent au conseil d'administration pour conduire la MUJFC pendant cette période. Le dimanche 24 septembre, donc, jour de scrutin, ne sera admise que la carte MUJFC ou la carte nationale d'identité, excepté pour les forces de sécurité et de défense qui ne devront présenter que leur carte professionnelle. Heure d'ouverture des bureaux de vote, 8 heures. Pour la zone électorale d'Abidjan, 154 000 électeurs sont attendus et 4 listes sont en course. Nous avons 30 bureaux de vote. En un seul lieu de vote, nous pensons que comme disposition première, en termes de sécurité, il n'y a rien à signaler. Des dispositions qui s'étendent jusqu'au siège même de la MUJFC au plateau. Des postes de contrôle sont installés pour la fluidité du scrutin dont les résultats seront connus le 26 septembre 2017. À l'étranger, au Togo, le pouvoir fait face à un mouvement de contestation depuis le mois d'août pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. Le gouvernement avait tenté d'apaiser la crise en proposant une révision de la Constitution qui prévoit de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais le test qui n'est pas rétroactif permettrait à Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025. Ce geste en faveur de l'opposition n'a donc pas porté ses fruits. Le mouvement continue donc et de nouvelles marches sont annoncées à Lomé dans tout le reste du pays. On ouvre à présent la page culture de ce samedi. Le concours Miss Nzassa a connu son apothéose le week-end dernier. 14 candidats étaient en lice. Ashley Etienne, candidate de Toumoudi, est sortie victorieuse de cette compétition. Sa mission, promouvoir la culture ivoirienne et surtout les langues maternelles. C'est Chkolia. 23 ans, 1m79 pour 50 kg. Voici les atouts physiques de la Miss Nzassa 2017. Elle s'appelle Ashley Etienne. En plus d'être belle, Ashley Etienne, la reine de la beauté venue de Toumoudi, est imprégnée de sa culture. Elle parle aisément sa langue maternelle et sait surtout esquisser les pas de danse du terroir baoulé. Les mots me manquent et je tiens à dire merci au comité, merci aux membres du jury qui ont su placer leur confiance en moi. Étudiante en année BTS, la Miss Nzassa 2017 a pour première dauphine Nafissatou Erida de Bouna et Abigaël Kounan de Béoumi, deuxième dauphine. Emmanuela Oupo de Daloa, quant à elle, est élue Miss Solidarité par les autres candidates. À sa 3e édition cette année, Miss Nzassa fait la promotion de la culture ivoirienne et africaine. Chacune des 14 candidates a présenté un pan du patrimoine de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Marraine de la cérémonie, Anne-Marie Awa salue cette tribune qui va au-delà d'un simple concours de beauté. Paris réussit pour l'initiatrice Bénédicte Akon qui en 3 éditions a réussi à rapprocher les jeunes filles de leur culture. Je vous invite maintenant à découvrir notre culture ivoirienne, c'est la culture Aké. La culture Aké dans toute sa diversité a été célébrée donc dans le village d'Aoutou, c'est dans le département d'Alépé. Franck Quadio. Le son des tambours de jeunes membres d'une même classe d'âge, un aperçu du Foutué. Danse des générations, un pan de la culture Aké, peuple du sud ivoirien. Ici, en pays Aké du Sud, pour gérer une communauté, pour gérer la communauté, il faut être membre d'un groupe d'une génération donnée. Et c'est à l'intérieur de ce groupe-là qu'on choisit le chef de famille ou le chef de village. Après les hommes, la parade des femmes. 2e édition du Festakié, dans le village d'Aoutoué, dans le département d'Alépé. C'est un festival qu'on veut comme une plateforme, comme une lucarne, pour présenter la culture Aké dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, nous présentons nos us et coutumes. Demain, ça sera un autre village Aké, mais je crois que c'est une bonne chose. Je suis très satisfait, très fier. Et un tableau des usages traditionnels. Tenez, l'art culinaire dominé par les fameux escargots et le biocosseux
et même les tenues ancestrales de pêcheurs, de quoi faire revenir au pays des enfants de la diaspora. S'imprégner de la tradition le temps d'un festival, les sous-groupes Kétin, Nindin, le Choyasso, les Nya ou le Lépin revisités. Tout cela donne bien des idées aux autorités. Nous devons nous pencher du côté d'un musée pour conserver véritablement notre culture. Parce qu'il y en a plein à montrer aux uns aux autres. Mais en attendant, composer avec le présent, Monébou, artiste peintre, ou encore Anouma Brouféliste, artiste musicien, et bien d'autres figures culturelles de la région célébrées en ouverture, le Festaquier est à sa 2e édition. Chaque année, un village de la région aura la charge de faire tonner le tambour de la génération. Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue, Monsieur Maurice Koué, sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Que fais-tu de tes 24 heures ?» Alors, à mon tour de vous poser la même question. Que faites-vous de vos 24 heures? Avant de répondre à cette question, d'abord, je voudrais quand même dire rapidement merci à la RTI quand même, qui me permet de venir parler de ces documents qui est quand même le premier du genre, mais qui en même temps appelle les Ivoiriens à respecter le temps, qui est la principale ressource. Que faites-vous de vos 24 heures? Alors, ce que je fais de mes 24 heures, il faut d'abord rapidement dire que les 24 heures font partie d'une enveloppe globale que Dieu a mis à notre disposition. La Bible l'estime à 120 ans, et ces 120 ans sont divisés en 24 jours, en 24 heures, pardon. Les 24 heures également sont divisées en 3 composantes de 8 heures chacune. Donc, vous, comment vous les gérez, cette enveloppe budgétaire de 24 heures? Oui, alors, j'essaie de planifier, d'abord. Planifier, ça veut dire décider d'avance ce que je dois faire, donc des objectifs clairs. Et ces objectifs me permettent vraiment de les suivre et de ce que j'ai planifié la veille. Et donc, ça me permet de suivre et de voir qu'est-ce que j'ai pu réaliser, qu'est-ce que je n'ai pas pu réaliser. Et parmi ce que vous avez réalisé, c'est votre entretien. Donc, vous êtes sur notre plateau. Tout à fait. Que fais-tu donc de tes 24 heures a été résumé par notre consoeur Astou Touré. Nous allons regarder ensemble et revenir sur le plateau pour en discuter. Merci. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment pourrais-je mieux le faire? Combien de temps je prendrai pour le faire? Des questions qui trouveront à coup sûr réponse dans ce livre de 105 pages écrit par Maurice Koué. Dans ce livre intitulé « Que fais-tu de tes 24 heures ?», l'auteur fait comprendre au lecteur que gagner du temps ou en perdre le moins possible est une question de bon sens, mais surtout d'organisation. Il existe selon lui plusieurs techniques simples, évidentes mais efficaces qui visent à respecter le délai imparti tout en évitant de se laisser déborder. Établir un plan de travail et identifier ce qui est urgent de ce qui est secondaire. Que fais-tu de tes 24 heures se présente ainsi comme un guide pratique qui permet de mieux gérer son temps et atteindre ses objectifs à travers des règles et des lois qui orienteront le lecteur dans l'utilisation de cette délicate ressource qu'est le temps. Diplômé de l'École nationale d'administration publique du Québec, Maurice Koué est économiste industriel et consultant international en promotion des investissements. Alors, Monsieur Maurice Koué, pourquoi vous considérez le temps comme une ressource rare? Oui, parce que les Africains pensent que c'est une ressource abondante, mais elle est rare. Elle est rare, surtout, elle est aussi rare que l'argent. Mais c'est une ressource rare parce qu'il faut absolument apprendre à l'utiliser, parce que si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Donc le temps, c'est de l'argent? Le temps, c'est de l'argent, mais c'est plus que de l'argent. Les Américains disent le temps, c'est de l'argent, parce que ça génère des richesses qui en découlent. Mais moi, je vais plus loin que ça. Je me dis, là, le temps, il n'y a pas de banque pour le temps. Partout, dans tous les pays du monde que j'ai pu visiter, je n'ai vu nulle part ailleurs une banque de temps. Donc, il faut absolument l'utiliser quand il passe. Sinon, on le perd. Et c'est ça aussi qui est à la base un peu de notre retard, nous en tant qu'individus, nous en tant que pays, nous en tant que continent également. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre ouvrage également, vous le dites, pour vous, les Africains ont des problèmes de gestion du temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'on manque de rigueur, parce qu'on manque d'ordre, de discipline, parce qu'on manque d'organisation. Et on pense que le temps est tellement abondant que ça ne vaut pas la peine de s'en préoccuper davantage. Alors qu'il est rare. Et vous avez même dit, vous avez repris ce proverbe sénégalais, c'est dans votre ouvrage, oui, vous dites, et je cite, « Tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. » Voilà. Alors je me suis demandé à quoi sert donc la montre.
au blanc. Oui, la montre, ça sert à bien profiter de chaque seconde qui passe. Parce que si on ne l'utilise pas, évidemment, ce temps-là passe rapidement aux pertes de profit. Donc, contrairement au blanc, nous on pense que comme il est abondant, ça ne vaut pas la peine. Nous avons le temps, on peut dormir, on peut manger, on peut danser, on peut tout faire. Mais c'est là la grosse erreur. Mais les Africains travaillent. Oui, mais ils ne planifient pas. Il manque de rigueur dans leur façon de gérer la chose. Si tu n'as pas planifié, si tu n'as pas défini tes objectifs, comment tu peux évaluer ce que tu as fait? Donc tu es bien obligé de reculer ou bien de ne pas constater un peu l'erreur que tu fais, par bien le retard que tu accuses par rapport aux autres peuples. D'accord. Alors on va être pratique. 24 heures, c'est la question que vous posez à tous vos lecteurs. Que fais-tu de tes 24 heures? Donc, que faites-vous de vos 24 heures? Dites-nous de façon pratique comment gérer ces 24 heures. La gestion est relativement simple. Il y a un mot-clé, c'est la planification. Il faut savoir exactement ce que tu dois faire demain. On a 24 heures par jour. Par jour. Alors je me lève à quelle heure et je gère comment? Oui, ça dépend de vous. Oui. Ça dépend de vos situations personnelles, de vos occupations, de votre santé. Mais ce qui est important, c'est que si on se lève de façon classique vers 7 heures, alors on doit savoir qu'il y a 8 heures pour le travail, 8 heures pour le temps privé et 8 heures pour dormir. Donc, les 8 heures professionnelles, il faut absolument les organiser, les planifier, de telle sorte que vous soyez en mesure de les évaluer par la suite. Mais n'oublions pas qu'il faut absolument que les priorités, les urgences soient définies. Dans ces 24 heures? Dans ces 24 heures, nécessairement. Et est-ce qu'il doit y avoir des activités peuvent prioriser? Est-ce que je dois accorder, par exemple, plus de temps à une autre activité? Ou bien les temps doivent être, comme vous l'avez dit, 8 heures pour dormir, 8 heures pour se divertir, 8 heures également pour travailler? Oui, mais il y a des urgences. Et les urgences sont définies, ou bien les priorités sont définies par la hiérarchie. Si vous êtes une employée de la RTI, il est évident que vous devez faire très attention pour que les priorités, bien les urgences de votre métier passent avant. Parce qu'il y en a qui font la permanence, oui, qui n'ont pas le temps de dormir, par exemple, à partir de 22 heures, qui doivent veiller. Qui doivent veiller. Donc, c'est un budget, en fait. Hein. Donc, il faut déplacer des rubriques pour que vous puissiez vous rattraper par la suite. D'accord. Alors, il existe, selon vous, des outils et des techniques de gestion du temps. Si tout le monde est d'accord là-dessus, je pense pour les téléspectateurs qui nous regardent, on ne pourra plus perdre le temps. Non, il ne faut pas. Parce que quand on perd le temps, il est difficile de rattraper le temps perdu. Mais on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, mais il y a un prix à payer. On peut tout rattraper, mais il y a un prix à payer. Alors, si on prend par exemple nos frères et nos sœurs qui sont partis, qui avaient des postes assez importants, qui sont partis à la retraite, il ne peut pas rattraper le temps parce qu'en 2 ans ou à 3 ans, tu ne peux pas rattraper ce que tu as perdu pendant 25 ans. Donc maintenant, si tu veux absolument rattraper au cours de ces 2 ans qui te restent avant d'aller à la retraite active, peut-être, ce que tu dois faire, il y a un coût que tu dois assumer. Donc, tout ce qui est à la maison, tes sorties, tu dois les évacuer. Tu dois... Donc, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La plupart des gens qui sont à la maison étant une véritable entreprise, il faut absolument que tu fasses le nettoyage pour que tu puisses avoir la chance de récupérer un certain nombre de ressources perdues. D'accord. On va résumer pour qu'on puisse comprendre clairement. La mauvaise gestion du temps, c'est quoi? La mauvaise gestion du temps, c'est de gérer son temps au hasard. D'accord. Et on a l'impression qu'on est au service des autres, alors que tu dois avoir la maîtrise sur ton temps. Il faut d'abord dire que le temps, en réalité, ne se gère pas. C'est même trop présomptueux pour dire qu'on est capable de gérer le temps. Mais par contre, on doit gérer ses activités dans le temps. D'ailleurs, Dieu l'a fait. Avec ces 7 jours qu'il a pu prendre pour créer le monde, il a d'abord pris 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais dans le temps, il a géré ses activités, mais il n'a pas géré le temps. D'accord. Alors, donc, on va conclure rapidement et je vais vous inviter à prendre votre ouvrage, si vous l'avez avec vous. À la page 108, ce sont des proverbes qui m'ont touché. On va prendre à la page 108. C'est un proverbe tiré du livre de l'Ecclésiaste. Il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le temps passe et l'homme passe avec lui. » Oui, le temps passe et l'homme passe avec lui. C'est important parce que c'est un cycle, la vie. Et ce cycle-là, il faut être à mesure de le gérer. Il faut être conscient que ce que j'ai fait aujourd'hui n'est pas important, mais à condition que j'en tire profit
et que ça doit revenir. Mais si je ne prends pas les dispositions nécessaires pour tirer profit de ce temps-là qui passe, évidemment, j'aurai un jour ou l'autre à regretter. Et le temps est une histoire. Le temps, donc, a une histoire. Et cette histoire-là, elle est beaucoup plus spirituelle. D'accord. Il a dit tout à l'heure que Dieu, il a mis 120 ans à nos dispositions. Mais chacun aussi a reçu 24 heures. Et ces 24 heures, que tu sois au roi ou au roturier, riche ou pauvre, président ou simple citoyen, tu as reçu les mêmes 24 heures. Qu'est-ce que tu en fais? Ceux qui réussissent, c'est ceux-là qui ont su s'organiser, qui ont dû se discipliner, qui ont dû s'ordonner, qui ont su définir leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent toujours à s'en sortir, à être plus émergents. Et nous avions 10 minutes pour cet entretien. Ça va gérer donc le temps. On a bien géré ce temps. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Koué, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir. Merci. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Delphine Gla. La réalisation a été pilotée par Edouard Kofi Sakra et Sophie Brou. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous suivre à travers le monde. Bonne soirée sur RTI1.